l'enregistrement. Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Merci pour votre participation à ce webinaire concernant la démarche de reconnaissance de la qualité de travailleurs handicapés. Donc, nous aurons le plaisir d'avoir l'intervention de Sophie et Caroline, donc, qui vont se présenter tout de suite. Donc, l'idée de ce webinaire qui va durer une grosseur, c'est de vous approprier de manière la plus fine possible et puis la plus opérationnelle possible à cette démarche de RQTH et puis de voir ensemble si vous avez des interrogations ou des compléments d'informations. Ce webinaire sera l'occasion de répondre à vos questions. Donc techniquement, euh, pas de prise de parole parce qu'on est une grosse cinquantaine. Donc, je vais non pas filtrer, mais je vais recenser les questions que je pourrais poser à voix haute à Caroline ou à Sophie. Donc, je vous laisse à la fois la main. Donc, je passerai les diapos au fur et à mesure. Caroline et Sophie, c'est à vous. Ça marche. Alors, merci pour l'invitation. On constate que la question autour de la reconnaissance de qualité de travailleur handicapé et le formulaire de demande suscite toujours de l'intérêt, et on est bien conscient que les équipes changent, que les effectifs et les collaborateurs changent aussi. Donc, c'est toujours intéressant pour nous aussi de pouvoir retransmettre de l'information. Donc, merci pour cette invitation. C'est une présentation qu'on va faire à deux voix. Donc, moi, je suis Caroline Campin et je suis référent insertion professionnelle pour la MDA de la Manche. Donc, nous, on est une maison de l'autonomie, c'est-à-dire que les services de la MDPH sont rattachés à ceux du département pour pouvoir être le plus opérationnel et au plus près des personnes du territoire de la Manche, tant présentant une situation de handicap que aussi pour les publics le public personnes âgées aussi. Enfin voilà, et pouvoir s'appuyer sur tous les services du département pour pouvoir apporter une réponse à tout le public manchois. Donc voilà, moi je suis de formation assistante sociale et j'exerce les fonctions de référent insertion pro depuis, je crois, 9 ans, un truc comme ça. Enfin voilà. Donc moi j'interviendrai plutôt en deuxième partie de présentation sur la partie plus en lien avec le formulaire de demande. Et du coup, c'est ma collègue Sophie qui va se présenter et qui va commencer. Donc, bonjour à tous et à toutes. Donc, moi, c'est Sophie Dubois-Thomas. Je suis la référente insertion pro au sein de la MDPH du Calvados. Ça depuis 2019 et je suis de formation conseiller en insertion sociale et professionnelle. Donc, voilà, avec différents cursus par rapport à l'insertion professionnelle. Donc, comme le disait Caroline, moi, je vais vous présenter la partie RQTH. Et avant tout, ce qu'il faut définir, parce que ça, c'est forcément le pourquoi il y a une RQTH, c'est la notion de handicap. Le handicap, c'est quoi? Donc, il y a un article de loi qui est sorti, il fait partie de la loi du 11 février 2005 pour l'égalité des chances et des droits, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, qui définit le handicap comme suivant. Donc, constitue un handicap toute limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d'une altération substantielle, durable, définitive, d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives, psychiques, polyhandicap ou troubles de santé invalidants. Pardon. Alors, selon le Code du travail, est considéré comme travailleur handicapé toute personne dont les possibilités d'obtenir ou de conserver un emploi sont réduites par suite de l'altération d'une ou plusieurs fonctions, qu'elles soient physiques, sensorielles, mentales, psychiques, cognitives, peu importe. La RQTH, elle peut être délivrée à partir de 16 ans, voire éventuellement à partir de 15 ans si le jeune est par exemple en apprentissage.
Donc, comme je suis dans la Manche, on a 2 petites secondes, mais je vais me familiariser. Je vous en prie. Pardon. Alors, la RQTH, elle peut être attribuée par la CDAPH pour une période de 1 à 10 ans, voire maintenant de façon illimitée. C'est ce qu'on appelle sans limitation de durée, la SLD, pour un handicap voilà, irréversible, où on sait que de toute façon, ça va évoluer pas forcément vers le positif, ou de toute façon, la personne elle va garder cet handicap. Donc maintenant, nous avons la possibilité, enfin la CDA a la possibilité de proposer des RQTH en SLD. La RQTH, elle est valable à date de la commission, donc de la CDAPH. Et puis, certains délais peuvent être plus courts quand les situations, pas les délais, pardon, l'attribution peut être plus courte quand on sait que la situation de santé peut s'améliorer, aller vers le positif et voir éventuellement, et on le souhaite forcément, que la personne soit plus impactée dans sa vie professionnelle de par sa difficulté de santé. Donc ça, c'est tout à fait possible. Je me permets de compléter, Sophie, ça c'est des choses qui sont apparues progressivement. On a repéré au fur et à mesure de l'émergence de situations de personnes qui pouvaient être en épuisement au travail. Et, et comme le balaye la définition du handicap, en fait, c'est très contextuel. On va apprécier la situation de santé dans l'environnement de la personne. Ce qui revient à dire qu'une santé peut être fragilisée dans le contexte de travail. Ça veut dire que on peut être amené à proposer, et la commission a validé, des reconnaissances de qualité de travailleur handicapé sur une période, par exemple, de 2 ans, quand la personne est est trop en difficulté sur son poste actuel ou en tout cas ou dans l'entreprise où elle se trouve salariée, des soins sont engagés, un travail de revalorisation ou de reconversion aussi professionnelle peut être facilité par l'octroi d'une reconnaissance et la situation de santé potentiellement peut s'améliorer en dehors de ce contexte-là. Et si par exemple la personne décide de se reconvertir ou de passer dans une autre entreprise dans laquelle elle se sentira peut-être plus apaisée et en tout cas à terme peut-être plus en situation de handicap sur son poste. Donc c'est vrai que sur ces situations-là, il y a quelques années, je dirais qu'on en avait peu, voire pas. Aujourd'hui un petit peu plus. Et c'est vrai que ça peut être des droits qui sont accordés sur du court terme au regard du contexte de travail. Alors, les personnes, pour des personnes qui n'auraient pas déposé leur demande de RQTH, mais auraient déposé une demande d'allocation adulte handicapé, automatiquement, systématiquement, nous, on va aussi évaluer une RQTH et, à contrario, une RQTH, on peut aussi éventuellement évaluer une AH. Voilà, ça peut être l'orientation ESAT ou l'orientation vers des établissements en service de réadaptation professionnelle, type SRP, nous par exemple dans le Calvados, on a l'ADAPT, vos reconnaissances travailleurs handicapés. Il n'y a pas forcément besoin de la demander. En général, ça va de pair. C'est très très rare que la personne ait juste une orientation, une attribution d'orientation professionnelle sans RQTH. La CDAPH peut effectivement décider d'un rejet de RQTH, ça arrive, si elle considère que la situation de santé de la personne n'entrave pas son accès ou le maintien au sein de son emploi. La personne qui a une RQTH, aux yeux de la loi, n'est pas tenue d'en informer son employeur ou employeur potentiel. Ça, c'est son droit. Après, forcément, il y a les restrictions qui vont avec. Donc après, voilà, ça c'est la personne peut parler éventuellement de ces restrictions, mais il y aura forcément à un moment donné la question de la RQTH. Alors, la RQTH, donc la reconnaissance qualité travailleur handicapé.
Elle permet quoi? Alors, la RQTH peut permettre de bénéficier d'aides et de services dédiés, ce qu'on appelle nous le SPE, c'est-à-dire France Travail, Cap Emploi, mais on a aussi les missions locales et puis tout ce qui est financement et aide de la GFIP pour les services pour les entreprises privées et le FUPHFP pour tout ce qui est public. On a aussi, enfin, ils peuvent, avec les RQTH, demander des aides d'aménagement à leur poste, alors que ce soit de l'aménagement technique ou aménagement environnement de travail, conditions de travail, les horaires, etc. Voilà, ça peut permettre aussi d'avoir ces aides-là, des aides techniques, type ordinateur, logiciel spécifique, un fauteuil, etc., etc. La RQTH aussi peut permettre de bénéficier de formations et de dispositifs bien particuliers. Où vous avez des formations, même dans le service public de l'emploi, qui sont réservées aux personnes avec RQTH ou BETH. La possibilité, forcément, de l'employeur de respecter la fameuse loi, en tout cas s'il a plus de 20 salariés, des 6% de taux d'embauche pour des personnes en situation de handicap. Donc, il aura des aides, en tout cas l'aide au niveau salarial, les charges salariales. Donc, comme on vous le disait auparavant, il peut avoir, avec ses RQTH, c'est aussi pour l'aider à compenser sur la durée de la notification son handicap sur son lieu de travail ou en formation ou dans sa recherche d'emploi. Alors, auparavant, une RQTH était automatiquement assortie d'une orientation professionnelle. Aujourd'hui, donc à partir du 1er janvier 2024, depuis la loi du plein emploi, l'orientation en milieu ordinaire devient un droit universel, ce qui est tout à fait logique. Tout à chacun est présumé pouvoir aller travailler en milieu ordinaire de travail. Donc maintenant, les MDPH, MDA n'enverront plus automatiquement des orientations vers le marché du travail ou dites milieu ordinaire. Ça ne se fera plus. Et depuis décembre 2023, les personnes reconnues handicapées au titre d'une pension d'invalidité ou d'une rente d'incapacité ont automatiquement les mêmes droits qu'une personne qui a une RQTH, sans passer forcément par une demande à l'MDPH et donc passer par CDA. Ça, c'est les CPAM, les sécurités sociales, voilà, qui envoient ces notifications qui sont valables 5 ans comme une RQTH, a priori, avec les mêmes droits. Par contre, la personne, comme pour la RQTH, devra redéposer une demande auprès de la sécurité sociale pour le renouvellement. Sophie, je me permets parce que là, on est avec un public donc d'employeurs publics, et donc tout ce qui va concerner le taux d'IPP ou la pension d'invalidité, on est pas hors contexte, mais enfin, on est très, 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 très à la marge. Il se peut qu'il y ait une personne qui est, parce que donc on n'est pas dans le régime général, là, on est sur le régime droit public. D'accord. Donc voilà, on est entré dans le vif du sujet avec donc toutes les définitions. En tout cas, je dirais pour nous, référents insertion pro et pour toutes les équipes des MDPH et des maisons de l'autonomie, les deux définitions qui ont été vraiment transmises en préambule sont vraiment les principaux textes sur lesquels on va s'appuyer. La porte d'entrée est bien celle du champ du handicap. Avant 2005, ce qui faisait surtout foi, c'était le certificat médical. Aujourd'hui, les équipes vont prendre en considération
certificat médical, mais dans le même temps et avec la même valeur, le fameux formulaire de demande et toutes les expressions qui pourront y être indiquées par la personne. Donc, on va explorer le formulaire, on va essayer de balayer un petit peu et de vous montrer à quel point ce document-là a toute son importance. Moi, je résumerai surtout en disant que c'est le formulaire de demande, c'est vraiment à considérer comme étant la voix de la personne. Concrètement, on reçoit toutes les MDPH reçoivent des milliers de demandes tous les ans. Toute demande doit être étudiée. On doit même étudier des demandes qui ne sont pas exprimées, mais qu'on va pressentir ou en tout cas étudier de toute façon tous les droits qui potentiellement pourraient être accordés à la personne en fonction de la situation qu'on va décrypter. Donc ce formulaire-là, vraiment le considérer comme la voix de la personne et que la personne puisse vraiment se dire que tout ce qu'elle va mettre dedans va être lu par une équipe pour qui le secret pro et le secret partagé sont respectés. En tout cas, une équipe qui va s'attacher à tout ce qui va être exprimé, tous les souhaits, les besoins, les freins, les difficultés. Et que parce que des fois on a ouais mais je fais trop de fautes ou je sais pas quoi écrire ou à quel endroit l'écrire. Je dirais que les fautes c'est pas ce qu'il y a de plus important, en tout cas c'est pas ce qu'on va regarder. L'important étant vraiment que la personne puisse s'autoriser à décrire sa situation pour qu'on comprenne pourquoi elle vient s'adresser à la MDPH ou à la MDA. Donc depuis 2005, cette maison du public en situation de handicap ou les maisons de l'autonomie sont vraiment la porte d'entrée pour tout à chacun. Et quel que soit l'âge, je dirais, le formulaire, en tout cas, va être le même. Ce formulaire-là, il est destiné aux parents d'un bébé comme aux parents d'un enfant de 8 ans, un ado de 16, un jeune adulte, enfin voilà, c'est à tout moment de sa vie et à tout moment vécu par la personne. Ce formulaire-là, en tout cas, sera le même. Et les pages qu'on va regarder tout à l'heure vont vraiment être utilisées en fonction de la situation dans laquelle se trouve justement le demandeur. Caroline, par rapport au volume d'activité par exemple, de la MDA de la main, Ouais. c'est combien de dossiers? Alors, en termes de dossiers, ça va être compliqué. Nous, on a tendance à dire tous les ans, il y a 35 000 demandes de formulés, mais il peut y avoir plusieurs demandes dans un formulaire. Enfin, il y a quand même 35 000 Il y a 35 sollicitations. 000 demandes, 35 000 sollicitations. Alors, ça peut partir d'une seule carte de stationnement, par exemple, à une seule aussi demande de reconnaissance de travailleurs handicapés, mais ça peut être aussi une demande de prestation de compensation du handicap avec des aides humaines. Ça peut aussi être une auxiliaire de vie scolaire, là, et là, la période va s'y prêter. Là, on y arrive sur la période dite de rush sur le secteur enfant pour que chaque enfant puisse bénéficier de son AESH à la rentrée prochaine. Enfin, voilà, c'est vraiment toute demande confondue. Sur la Manche, 35 En 000 tout sur cas, la sur Manche. la Manche, on est sur 35 à 37 000 là, même si on constate aussi, et ça c'est pareil, c'est contextuel aussi, mais on constate déjà des augmentations. Là, on est en mars et on sait déjà qu'on est au-dessus des chiffres habituels. Et là, pour le coup, on est sur des thématiques autour de la déconjugalisation de la hache qui forcément a majoré les demandes d'allocation. On est aussi, et c'est vraiment quelque chose qu'il faut avoir en tête, on est très lié et très impacté par toutes les thématiques et les politiques autour de France Travail et de l'insertion professionnelle. Toutes les nouvelles décisions autour de l'insertion pro, y compris celles des bénéficiaires du RSA, pareil, dans la loi plein emploi, ont des conséquences aussi chez nous, en fait. Très clairement, et pour faire simple, un bénéficiaire du RSA qui s'est éloigné de l'emploi pour plein de raisons, aujourd'hui va se voir poser je dirais, presque des injonctions en termes d'insertion professionnelle avec les nouveaux textes. Et on voit déjà ici que des demandes d'allocation arrivent
sans doute pour prendre le relais. Et là, encore une fois, la thématique du champ du handicap et l'évaluation de ce qu'est la situation de handicap est primordiale. Et du coup, de la reconnaissance derrière aussi, quoi. Donc voilà, je ne sais pas si, Daniel, s'il y a déjà des questions dans le chat. Non, 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 ok, vous inquiétez pas, je vais ça vous. marche. S'il y a. Ouais, mais c'est bien. On est moins l'impression d'être seul avec le PowerPoint. Donc voilà, l'AMDPH et l'AMDA comme étant guichet unique, on appelle ça le guichet unique pour récupérer et recevoir toutes les demandes. Alors c'est pareil, la particularité de la Manche et de la Maison de l'Autonomie, en tout cas, ça va aussi être que l'idée, c'est qu'une personne qui va se sentir en difficulté sur l'élaboration de son formulaire ou dans l'expression de ses besoins, ou avec un défaut de lecture, d'écriture, enfin peu importe le motif, peut tout à fait s'adresser au centre médico-social le plus proche de son domicile pour être accompagné dans la rédaction des demandes et dans l'élaboration du formulaire. Ça, c'est aussi important. Donc la MDA en guichet unique, mais aussi pouvoir se rapprocher du territoire de solidarité au plus proche de son domicile. Voilà. Donc, quand on a une demande à formuler vers la MDPH, ben, on utilise le fameux formulaire qu'on va déployer tout à l'heure. Donc, c'est le formulaire qu'on va voir qui doit être associé à un certificat médical, un justificatif d'identité et un justificatif de domicile. Ça, c'est les pièces obligatoires. Ça veut dire qu'une fois que la personne a déposé ces pièces-là, elle reçoit un accusé de réception qui dit que son dossier il est complet. Alors, effectivement, il est complet sur le plan administratif, réglementaire et en termes d'acceptation et d'enregistrement de son dossier. Pour autant, on verra un petit peu plus tard que bien souvent, les équipes pluri ont besoin d'autres éléments pour bien comprendre, encore une fois, et pour essayer souvent de faire la photographie la plus précise possible de la situation de la personne. Donc, en pièces obligatoires, c'est les 4 que j'ai cités tout à l'heure, en tout cas. Et le délai, on a une idée du délai entre le. Oui. Alors, le délai, bah, c'est pareil, c'est assez variable d'une MDPH à l'autre. Je dirais aussi que c'est très variable en fonction de la complétude du dossier. Un dossier qui va être peu ou pas assez rempli, nous, on va aller la pêche aux infos, comme on dit souvent, et ça peut prendre un peu plus de temps. Mais un dossier qui est réceptionné avec toutes les bonnes pièces, qui va être bien étayé, aujourd'hui, on peut être sous la barre des 3 mois pour une réponse. Et s'il y a besoin, enfin pour le coup, s'il y a besoin d'informations complémentaires et si on doit aller en chercher un peu plus, ça pourra aller plus loin. Mais je dirais là encore, ça dépend de ce qu'est la demande. Si c'est une demande dite simple, avec toutes les pièces, ça peut aller très vite. Si c'est une demande plus complexe avec la nécessité d'une évaluation à domicile, par exemple, pour des aides humaines notamment, ou s'il faut aller récupérer un bilan d'un ESAT ou d'un autre partenaire, si ça met du temps à arriver, enfin voilà. Mais je dirais qu'on on devrait être autour je sais pas, sur une moyenne, moi, de 4 à... Alors attention, encore une fois, ça dépend des MDPH, mais je vais dire de 4 à 8 mois, peut-être, de 4 à 8, 9 mois. Autre question très technique, si la carte d'identité n'est plus valide, est-ce qu'un livret de famille est suffisant? Oui, livret de famille est considéré comme justificatif d'identité. Okay. Ouais. Les disparités entre MDPH sont énormes. Comment cela s'explique? Alors, on n'a pas tous les mêmes moyens humains. On n'a pas tous les mêmes densités de population non plus. Je dirais que le bassin économique, il joue aussi. Et forcément, à partir d'un bassin ou d'un contexte économique, il y a des demandes qui peuvent s'enclencher. On a des disparités au niveau aussi, oui, des équipes d'évaluation. Les médecins, par exemple, alors ils se font rares sur le territoire, mais ils se font aussi rares dans des organismes et y compris chez nous. Après, vraiment, encore une fois, alors nous, on est très liés on est très liés aux questions des ministères et des réglementations à appliquer. On a la Caisse nationale des solidarités actives qui est très présente aussi et qui s'assure que justement les délais soient de plus en plus réduits. Et on a les uns les autres, en tout cas par exemple la Manche a rencontré cette situation-là le 14 et Sophie pourra témoigner aussi,
à la présence de la Caisse nationale des solidarités actives qui a aussi, qui vient du coup dans les locaux MDPH, MDA, et qui, avec les équipes de direction, mène un travail autour de comment résorber les stocks, comment fluidifier les délais d'évaluation, comment mettre en place des équipes avec des renforts aussi. On a pu bénéficier de renforts pour que les délais soient dits plus raisonnables. Voilà, en tout cas dans la Manche, ça s'est passé. On a pu voir même pérenniser des renforts, donc on espère pouvoir tenir les délais qui ont été sacrément résorbés. Normalement, enfin, en tout cas, on a des retours des partenaires et des territoires avec vraiment une prise de conscience oui, des délais plus courts. Et puis voilà, la Caisse nationale se déploie un peu plus dans des MDPH qui auraient été repérés comme étant un petit peu plus en difficulté dans la réponse rapide, quoi, on va dire. Donc, pour reprendre effectivement le relais de Caroline, et puis je vois le fil des questions, donc effectivement, d'une DPH, MDA à l'autre, d'un département à l'autre, les délais peuvent être très différents. Nous, aujourd'hui, dans le Calvados, malheureusement, on est à 12 mois, voire plus. Et comme le disait si bien Caroline, ben nous, on est dedans. Hein. On a la Caisse nationale des solidarités qui est chez nous. On a fait des premiers constats, on a mis des choses en place, on a eu comment, renforts. Des renforts, merci Caroline, des renforts donc, qui sont chez nous jusqu'à peu près décembre. Peut-être que certains seront pérennisés, on l'espère. Donc tout ce travail-là est en train d'être fait, en tout cas pour l'MDPH du Calvados, pour résorber les stocks, pour réduire les délais, pour revoir un peu les files actives. Donc tout ça, nous, on est dedans. Donc on essaie de faire au mieux. Donc pour l'instant, les délais sont encore à 12 mois, mais ça sera, voilà, ça sera, je pense, d'ici, je pense qu'on verra un retour d'ici 6 mois, je pense, de voir déjà comment on a réduit nos délais et de combien. Ce qui est important à dire aussi quand même, c'est que les délais, certes, mais encore une fois, un dossier qui est vide, on n'inventera rien. Et un dossier qui est vide, il prend du temps, puisqu'on va s'assurer de ne pas traiter un numéro, mais bien de traiter les demandes d'une personne. Et s'il faut aller récupérer des infos auprès de partenaires qui sont existants dans la situation, alors tout ça aussi prend du temps. C'est important de se dire aussi que dans une logique de partenariat dynamique existant, et on a vraiment cette chance-là, je trouve, sur la Normandie, le partenariat qu'on a est vraiment ouais, dynamique et en tout cas à cœur de ne pas, alors la fameuse phrase interrompre ou rompre les parcours, mais c'est clairement ça. Et que je dirais dans cette logique de bon partenariat, l'idée, c'est que les uns les autres, on sache travailler ensemble et qu'on continue dans ce sens-là. Et que s'il y a une urgence sur une situation de reconnaissance de travailleurs handicapés, parce qu'il y a urgence à déployer des choses pour maintenir le salarié en emploi, en gros, faut pas hésiter à s'interpeller les uns les autres, faut pas hésiter à venir vers nous. Alors, on ne pourra pas éponger toutes les demandes et on ne peut pas être visé directement par un appel ou un mail parce qu'on est effectivement tout le temps en équipe pluridisciplinaire ou en rencontre partenariale. Mais l'idée, c'est vraiment ça, c'est d'être garant du parcours, justement, et une reconnaissance de travailleurs handicapés. Elle a toute son importance, elle en a autant qu'une évaluation d'aide à domicile, et que s'il s'agit de s'assurer du maintien en emploi, et si ça tient à cette évaluation-là, alors il ne faut pas hésiter à nous interpeller pour dire, voilà, le dossier a été déposé à telle date, là, il y a urgence, on attend parce qu'on a un bilan de compétences à mettre en place, ou parce que Cap Emploi ne peut pas intervenir si vous n'êtes pas positionné, enfin, pour plein de raisons. On reviendra peut-être, Caroline, après sur les contacts, mais comme je suis le méchant maître du du temps, on y va. est-ce que le certificat médical du médecin du travail est obligatoire ou facultatif? Alors, le certificat médical, de toute façon, c'est une pièce obligatoire. Je ne parle pas de celui du médecin du travail. Mais à partir du moment où le partenaire ou le collaborateur qui va demander une reconnaissance de travailleur handicapé, pour justifier de la reconnaissance d'un handicap en situation de travail, il va falloir donner des arguments. Celui qui est le plus à même de s'assurer de l'adéquation
entre un poste occupé et des problèmes de santé, c'est le médecin du travail. Et ce médecin du travail-là, effectivement, il va voir la personne en rendez-vous et il va pouvoir noter, par exemple, une inaptitude. Et là, du coup, c'est très clair pour nous. Ça veut dire qu'il y a une nid d'adéquation entre la situation de santé et le poste occupé. Parfois, il va noter une aptitude. Aptitude, c'est d'accord. Aptitude sans restriction. Comme on disait tout à l'heure, quelqu'un qui est apte, qui n'a pas besoin d'aménagement de poste, parce que clairement, le maintien est pas, je veux dire, c'est pas compromis, ben, il peut y avoir un handicap, mais pas de reconnaissance. Si nous, on a un document qui dit apte sans restriction, tout est OK et tout va bien. Difficile d'aller au-delà d'un avis médecin du travail. Par contre, si le médecin du travail dit oui, il y a une aptitude, mais à condition que, euh, compte tenu de son état de santé, il va falloir du télétravail ou alors il va falloir un aménagement de poste, il faut qu'il y ait telle ou telle aide technique de mise en place, ou alors il faut que monsieur ou madame soit au rez-de-chaussée ou que monsieur ou madame soit auprès des toilettes ou qu'il y ait possibilité d'un temps de pause ou que les soins du vendredi après-midi soient maintenus. Enfin, il y a plein de raisons. Euh, de pouvoir alimenter ça. C'est vraiment, pour le coup, sur la reconnaissance, et on le verra tout à l'heure sur le formulaire, nous, c'est un outil dont on a vraiment besoin parce que c'est forcément éclairant d'avoir cette info-là sur les difficultés ou pas sur le poste, quoi. Mais par contre, Mais effectivement, c'est pas une pièce obligatoire, c'est vrai. faut qu'on soit clair avec les. C'est pas obligatoire parce que nous, dans les trois fonctions publiques, État, territorial, hospitalière, comme dans le privé, on souffre d'un déficit récurrent, patent des médecins du travail. Donc, faut pas qu'on. Enfin, c'est pas moi qui suis là pour décider, mais si c'est pas obligatoire, si le médecin traitant est en capacité d'apporter des Oui, informations suffisantes, si ça peut passer. on est conscient qu'il y a des services où il n'y a pas effectivement de médecin du travail. Il y a aussi d'autres services où il va y avoir un infirmière ou en tout cas service de santé au travail ou en tout cas au sein de la DRH des préoccupations ou des faisans fonction. Enfin voilà. Ce qu'il faut, c'est pouvoir vraiment, mais ça peut aussi être la personne hein, ou le médecin généraliste très clairement, euh, qui indique ben oui, ma situation de santé m'oblige à et pour cela j'ai besoin de. Enfin voilà, il y a aussi une illustration à donner en fait. Hein, c'est toujours pareil. J'aperçois une infirmière de santé au travail est habilitée. Je relancerai. Ok, Hein. Mais donc, mais sur les documents obligatoires, CERFA, voilà, le formulaire, le certificat médical, un justificatif d'identité et un justificatif de domicile. À partir de ces quatre pièces-là, le dossier est déclaré complet. après éventuellement des documents facultatifs. Et voilà, au fur et à mesure de l'évaluation, il est possible que la personne soit sollicitée pour des compléments, effectivement. Donc, si on démarre après sur la rubrique formulaire, alors voilà, très clairement, je ne sais pas si on va pouvoir s'arrêter sur toutes les slides. L'idée ici, c'était que vous ayez pour chaque page une petite explication en face pour être sûr de bien le compléter ou d'être vigilant sur des points plus précis. Mais la première partie du formulaire, elle est plutôt sur la partie dite administrative, quoi. Selon si c'est une première demande, un renouvellement. Et puis après, on est sur l'identité. Je souligne quand même parce qu'on a quand même encore des personnes qui nous envoient des formulaires et qui pensent qu'on va les retrouver dans une boule de cristal. Je sais pas. Euh, il y a parfois des gens qui nous notent ni l'adresse ni le numéro de téléphone et clairement, enfin, des gens qu'on ne peut pas contacter. En plus, les numéros sont vite modifiés. Enfin voilà. Donc, ça paraît bête, mais pour autant, répéter que la partie administrative a toute son importance euh, pour qu'on Donc une puisse prendre contact. infirmière santé au travail n'est pas habilitée. Hein. Oh bah, un service de santé au travail peut illustrer une demande de reconnaissance. Hein. Ah oui, tout à fait. Donc, une infirmière peut illustrer. Enfin, pour moi, oui. Oui, on est souvent en lien avec les services de santé au travail, hein, que ça soit les infirmiers, les médecins, les assistantes sociales.
on travaille beaucoup avec eux, hein, donc s'ils sont dans la boucle, c'est vrai que c'est dommage de ne pas avoir soit leur contact ou leur bilan, enfin quelque Oui, chose. mais le certificat médical, ça va pas être Non, non, l'infirmière. Ah non, 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 pas non, celui-là. Non, non, En mais complément d'info, oui, en non, complément. mais illustrer. la question, c'est ça. Ah oui, non, pas sur le certificat médical dit de base, quoi. Non, il faut que Non, ce non, non. soit un praticien. Donc, vous me dites, Caroline, quand je passe, je tourne. Ouais, on peut descendre. Après, voilà, donc là, est-ce que c'est ma première demande? Est-ce que c'est un renouvellement? Donc, on C'est peut important ça parce que enfin, pour avoir personnellement rempli un dossier il n'y a pas très longtemps, enfin, c'était pour la MDA de la Manche, j'ai eu le retour, oui, moins de 3 mois, mais j'ai eu un courrier un mois après l'envoi de ma demande complète, me disant que le dossier était complet et allait être étudié en CDAPH. Enfin, le timing était bien. C'est pas Enfin, mal, hein? c'était un retour d'expérience, mais le plus beau département de France, forcément, a eu lieu. Normal, normal. Excusez-moi, madame. Donc Donc, oui, mais donc par contre, effectivement, le fait de la première demande, réévaluation, oui. Et puis c'est important. pas considérer que sous prétexte que c'est un renouvellement, c'est acté. C'est l'évaluation, on va la faire et je fais vraiment exprès de le dire parce que l'évaluation se fait de toute façon et une situation aujourd'hui n'est sans doute pas et sûrement pas la même qu'il y a 3 ans ou la même que celle qu'elle sera enfin, dans 3 ans ou il y a 3 ans. Enfin voilà, c'est valable. On a vraiment tellement ces situations-là chez les enfants, chez les ados, chez les jeunes adultes. Enfin, je veux dire, forcément que le parcours change et que la situation change. Donc, il y a toujours une illustration à donner. Et même pour nous, pour présentation des dossiers en commission départementale, c'est tellement mieux de pouvoir expliquer une situation telle qu'elle est à jour. Enfin, voilà, c'est important et c'est pas parce que c'est un renouvellement juste on date, on signe. C'est toujours bien de dire j'occupe le même poste. Grâce à la RTH, j'ai pu bénéficier de ça, de ça, de ça. Je suis sécure sur mon poste et j'espère que ça va durer. Ça paraît bête, mais on se Mais, dit ah tiens, il a toujours le même boulot et il est toujours sur le même poste et il y a quand même peut-être des aménagements qui sont nécessaires ou pas, enfin ou d'autres qu'il faudrait ajouter ou enfin. mais je me permets de préciser, c'était moi, ma demande particulière de renouvellement de RQTH, c'était pour qu'elle soit ad vitam aeternam, enfin à vie, quoi, que je n'ai pas à la renouveler. Voilà, donc c'est ce que Sophie expliquait tout à l'heure. C'est vrai que de plus en plus on est sensible et de toute façon on est tenu par les textes encore une fois, dès lors que la situation de la personne n'est pas susceptible d'évoluer. Alors dans les textes c'est n'est pas comment c'est n'est pas susceptible d'évoluer favorablement, un truc comme ça. Alors, on doit aussi se dire, ben, on facilite, c'est aussi dans tout ce qui touche autour du fait de faciliter les démarches des personnes en situation de handicap, c'est de se dire, bah, OK, ici, on peut y aller sans limitation de durée parce que la situation sera la même maintenant ou dans 10 ans. Après, là encore une fois, l'évaluation, elle est importante. On va pas évaluer non plus les besoins d'une personne selon l'âge aussi. Moi, je trouve que chez des jeunes, par exemple, c'est compliqué de poser des choses sans limitation de durée. Euh, et puis pour d'autres situations, on a pu voir aussi que la médecine, la science, tout ça, ça change. Enfin, on a toujours l'exemple, nous, au début, où il y avait toutes les questions autour de la séropositivité, où on nous disait oh là là, enfin toutes ces années-là où c'était critique. Et on nous avait, enfin en gros, il était demandé au MDPH d'aller sur des délais longs et sur des taux d'incapacité assez longs. Aujourd'hui, on se rend compte qu'avec la médecine et qu'avec la science, les choses, elles évoluent aussi. Donc, voilà, c'est vraiment une situation, enfin, chaque situation est différente, mais dans la mesure du possible, pour faciliter les démarches, oui, si c'est logique, entre guillemets, d'aller sur des droits sans limitation, alors on y va. Donc là, si on reprend très CERFA, c'est soit première demande, soit Voilà, soit réévaluation. renouvellement, euh, même
même si son renouvellement, en fait, même si c'est un renouvellement, c'est toujours bien de préciser à minima le poste occupé. Mais on va y venir tout à l'heure quand on va être sur la page de l'orientation professionnelle, mais au moins de préciser le poste occupé, les aménagements en cours, ceux qui doivent être maintenus pour sécuriser le parcours et pas déstabiliser le pro, quoi. Enfin voilà. Donc c'est ici hein, qu'il faut aussi remplir. Hein, c'est très administratif, mais c'est quoi l'identité? Je sais que notamment pour les enfants, c'est toujours important, même dans la situation de parents séparés, il faut bien avoir vraiment les deux parents, les deux adresses. Voilà. Tout ça, Donc, c'est. si besoin, comment souhaitez-vous être contacté par la MDPH? Donc là, c'est important de Oui, c'est préciser. important aussi. Hein, c'est important. Il y a des gens pour des situations de handicap ou toute autre raison qui sont pas à l'aise avec l'outil téléphone. Hein. Après, ça va être des basiques aussi sur des déficiences auditives. On va parfois plus échanger par mail ou par SMS. Avec des troubles du neurodéveloppement ou des troubles autistiques, on sait très bien que les gens vont pas décrocher le téléphone. Enfin, voilà, toujours bien, même si c'est un mail, de pouvoir l'indiquer pour que pour Donc, qu'on j'ai une puisse. question. Il vous arrive de refuser une RQTH qu'un agent avait déjà. Son poste a été adapté. Son renouvellement permet de le laisser en poste. Vous pouvez refuser le renouvellement, point d'interrogation. Si dans le dossier il y a un avis du médecin du travail qui dit apte sans restriction, et s'il n'y a pas de fiche de préconisation d'aménagement de poste, nous on ne sait pas en fait. Donc on va se fier à l'avis apte sans restriction et du coup se dire que ça va. Enfin, encore une fois, l'explication de la raison de la demande de renouvellement, elle a son importance. Important. Et si la personne le précise dans son, on le verra tout à l'heure dans la fiche projet de vie, Ça ça- nous, ça- c'est, en tout cas, moi, par exemple, en tant que travailleur social référent insertion pro, quand j'ouvre le dossier, la feuille, enfin, la fiche projet de vie, c'est la première page que j'ouvre quand je veux prendre connaissance du dossier. Je précise que à notre niveau de travailleurs sociaux ou référents, on n'a pas accès aux données médicales et je dirais qu'on n'a pas à les avoir. Euh, Moi, sur mon PC, quand j'ouvre un dossier, tout ce qui touche au médical, j'ai un sens interdit devant. Il n'est ouvert que par les infirmières et par les médecins. Du coup, nous, référents insertion pro ou travailleurs sociaux, encore une fois, la seule façon de considérer la demande, c'est d'ouvrir le formulaire et de découvrir avec hâte ce que la personne a bien voulu nous mettre pour expliquer la situation. donc il est dommage que la MDPH ne donne pas systématiquement le taux d'incapacité. En effet, il n'est pas communiqué lorsqu'une AH est sollicitée ou la carte mobilité. Oui. Donc, de toute Non, façon, quand il y a une demande de RQTH, il n'y a pas de taux. il n'y a pas de taux sur une reconnaissance de travailleur handicapé. Si la personne veut une évaluation de taux, alors elle fait une demande d'une autre prestation. Exemple, une carte. Mm. C'est réglementaire, il n'y a pas de taux. De toute façon, c'était avant ça, il y avait les histoires de catégorie A, B, C. C'est fini ça. Maintenant, on est sur une reconnaissance de qualité de travailleur handicapé. Et s'il y a besoin d'un taux, on fait une demande de carte. Tout à fait. Donc Je là, me permets de passer à la ouais. suivante. Donc très important cette page-là, dater et signer bien sûr le dossier, sinon il n'est pas recevable, il est renvoyé et enfin, il y a du temps de reperdu parce que du coup, il ne sera pas déclaré complet en fait. Il faut vraiment penser à dater et signer. Et puis, il y a aussi un truc qui est important là. J'accepte que la MDPH, pour mieux me connaître ou mieux connaître ma situation, échange avec des professionnels qui m'accompagnent. Ça, c'est important aussi. Moi, c'est genre la deuxième chose que je regarde. Voilà. Si la personne a bien voulu qu'on puisse intervenir ou échanger avec des professionnels. Alors attention, les partenaires avec qui on a une convention, pour le coup, on peut travailler ensemble. L'échange d'informations, il est protégé par la convention qui nous lie. Et il y a la procédure simplifiée. Vous en avez. Ça, c'était peut-être avant, mais je dirais qu'il n'y a pas vraiment finalement, il n'y a pas de procédure simplifiée. Non. Les dossiers, ils sont ouverts par une équipe qui va travailler de la même manière, je dirais, que si c'est coché ou pas coché. Il n'y a pas de procédure, il n'y a plus de procédure simplifiée, je dirais.
Donc là, c'est la vie quotidienne. Je dirais que là, en fonction de la demande, ce formulaire-là, il est énorme, entre guillemets. Il a plein de pages, mais l'idée, quand il a été construit, c'était de faciliter les choses à la personne qui serait en difficulté pour s'exprimer. Donc, en gros, il y a plein de petites questions et plein de cases à remplir parce que parfois, c'est plus facile de remplir une case. Mais de dérouler, d'essayer de suivre en se disant qu'est-ce que je fais comme demande, qu'est-ce que je reçois, est-ce que j'ai travaillé, est-ce que j'ai bénéficié d'un revenu. Enfin voilà, c'est aussi voir un petit peu ce que la personne peut avoir autour d'elle comme droit, quoi. Donc on est sur cet aspect-là. Chez nous, ça va être toujours intéressant, par exemple, de voir si la personne vit seule ou pas. C'est déjà des éléments. Sous des cases, il y a déjà des éléments d'évaluation, en fait. Tiens, elle a tel âge, elle vit chez ses parents. Ah, c'est quoi la difficulté? Est-ce que c'est économique ou est-ce qu'il y a une situation de difficulté sur le plan de l'autonomie ou du résidentiel? Enfin, voilà. Déjà, il y a des informations là-dessous, quoi. On peut descendre, Daniel. Oui. Donc là, oui, c'est tous les besoins. On va arriver sur des choses un peu plutôt qui vont être liées à la prestation de compensation du handicap. Quels sont les besoins dans la vie quotidienne? Quels sont les besoins au domicile? Est-ce que je suis en difficulté dans mon budget ou est-ce que je suis en difficulté pour prendre soin de moi? Est-ce que je suis en difficulté pour préparer mes repas? Est-ce que j'ai besoin d'aide pour faire les courses? Là encore, c'est essayer de guider la personne dans sa demande, quoi. Mais encore une fois, si toutes ces cases-là sont pas remplies, si après ça suit et s'il y a des choses exprimées dans le projet de vie, c'est plutôt ce qui va être retenu. Enfin. Et puis aussi, j'ai pas rappelé, mais le formulaire, quelqu'un pourrait ne rien répondre, rien cocher. L'évaluation, elle va se faire de manière globale et on proposera les droits et les prestations qui vont nous sembler les plus adaptés à la situation. C'est aussi ce qui apparaît avec ce nouveau formulaire-là. Alors la PCH, comment est évaluée la PCH par rapport au revenu? Point d'interrogation. Il n'y a pas de question de revenu sur la prestation de compensation du handicap. Une personne va être éligible à la prestation de compensation du handicap sur des bases, pour le coup, médicales. À partir du certificat médical, les médecins et les infirmières qui vont évaluer chez nous vont s'assurer de voir s'il y a ou bien deux difficultés graves ou une difficulté absolue sur ce on va appeler les actes essentiels, c'est-à-dire tout ce qui touche autour de la toilette, l'habillage, l'élimination, les déplacements, la communication. On est vraiment sur des actes liés à la personne, quoi. Voilà. Et là, pour le coup, ça va être très médical. La porte d'entrée, elle est très médicale. Donc c'est pareil, tout ça on étudie honnêtement. Là, j'aperçois vite fait, juste avant, Daniel, il y avait la partie déplacement. Il arrive qu'il y ait des contradictions entre ce qui est indiqué au certificat médical et au formulaire. Euh, il y a parfois des médecins qui vont considérer que la personne est autonome dans ses déplacements et ils vont mettre la personne en A, en rubrique A dans le formulaire, dans le certificat. Et par exemple, la dame ou le monsieur va illustrer en disant je ne me déplace qu'en présence de mon mari ou j'utilise une canne pour mes déplacements ou je ne me rends dans les commerces de proximité parce que c'est trop compliqué pour moi d'aller dans un grand supermarché. Enfin voilà. Entre quelque chose qui aura été coté en A par un médecin et ce que la personne exprime en termes de difficulté ou pénibilité dans ses déplacements, ça vient encore apporter des infos, en fait. Et la partie, Là, voilà. Il y a le droit de rien remplir d'autre à côté pourvu que ça, entre guillemets. Moi, je dis toujours aux gens, quand je reçois les gens, je tourne l'écran et je dis ça, c'est votre voix, en fait. Ça, ici, euh, exprimez tout ce qui vous passe par la tête. Exprimez en quoi le quotidien est compliqué et pour quelles raisons. Euh, c'est des choses, pour illustrer le handicap, nous, on va évaluer toute la partie personnelle, sociale, familiale, professionnelle. Et il y a des situations où les gens oublient même toutes les compensations qu'ils mettent déjà en place
tous les jours, en fait. C'est devenu presque tellement banal pour eux qu'ils oublient d'expliquer que, je sais pas moi, une dame pourrait dire euh, systématiquement, je fais appel à ma voisine pour emmener mes enfants à l'école parce que dès le matin, me mettre en quatre pour préparer tout le monde et puis faire 5 minutes à pied parce que l'école, elle est à 700 mètres, ben déjà, je grille mon énergie quotidienne, quoi. Enfin, voilà, il y a plein de choses comme ça qui sont possibles d'expliquer ou de dire je sors plus le week-end parce que je vais mettre 3 jours à m'en remettre la semaine d'après ou tant que mon mari qui fait les 3-8 est pas rentré, je peux pas enfiler mes chaussettes. Enfin, Donc il y a, là, il y a plein de trucs. par rapport, Caroline, par rapport aux agents des trois fonctions publiques, État, territoriale, hospitalière, qui remplissent leur dossier, donc on a vu tout le côté un peu euh, donc du CERFA, on doit cocher toutes les cases, et là Oui, c'est vraiment la parole libre la pour parole libre. expliquer, je Mm. suis par exemple infirmière, je peux Ouais. plus être infirmière, je suis Ou en tout aide-soignante. cas, je peux plus le travail de nuit, c'est plus possible parce que concrètement, ça entraîne trop de fatigue, trop de fatigabilité derrière. Mon traitement fait que je peux plus conduire de nuit. L'utilisation de ponctuellement une canne ou une béquille, enfin, je sais pas, ne me permet plus d'être sécure dans les transferts auprès des patients. Enfin, ou enfin, j'ai besoin d'un temps de pause ou j'ai rendez-vous, j'ai un rendez-vous pour mon traitement ou pour une injection ou pour un prélèvement. Enfin, je sais pas, il y a tellement de situations différentes, mais sur tout ce qui va toucher les déplacements aussi, oui, le rythme de travail. Ouais, on a parlé des transferts ou du port de charge ou euh, Et de donc là, besoin d'alterner les positions. Enfin, ça fait une page ou ça peut faire ça peut faire soit plein de plus. pages. On peut Ouais. prendre d'autres Ah, feuilles et ajouter en fait. Et donc là, Mais c'est vraiment la voix de la personne. voilà, c'est comment elle se sent. Alors, si on doit rester sur la RTH, comment elle se sent sur son poste et de quoi elle pense avoir besoin pour se sentir vraiment plus sûre. Comment on peut aider, nous, derrière? Ça peut aussi être, j'ai déjà une reconnaissance, mais je ne sais pas comment en parler, ou j'ai déjà une reconnaissance, on a déjà aménagé mon poste, je suis passée de tel service à tel service, mais je vois bien que ça ne le fait encore pas. Et est-ce que c'est pas l'heure pour moi de penser à une transition professionnelle? Enfin, je sais pas. Et est-ce que enfin, c'est une question, est-ce que je fais cette demande de reconnaissance pour bénéficier, alors si c'est dans le privé, des aides de la GFIP, si c'est dans le public, est-ce qu'on vous met clairement pour bénéficier des aides du FIP ou pour pouvoir être mieux accompagné par le correspondant référent handicap de mon employeur? Enfin, est-ce que cette notion FIPienne, un peu, elle est mise en exergue ou pas Oui, vraiment? sur des aménagements techniques. Ouais. Ouais, sur des aménagements de technique, poste. Euh, c'est toujours bien de le noter. Et nous, c'est aussi ce qu'on dit, en fait, euh, parce que même dans les fonctions publiques, le contexte de travail, il peut changer. En fait, on n'est pas à l'abri, je sais pas moi, de travaux, de, de déménagement, de changement oui, de changement de lieu et de se dire, il faut que ma situation de travail, elle soit toujours adaptée à ma situation pour que je me pose pas 12 000 questions sur mon maintien, en fait. Enfin, Donc, une question très technique, est-il possible de ne pas envoyer les pages qui ne sont pas concernées par la demande? Exemple, la partie vie scolaire ou vie de oui, président. Oui. 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 Du moment que surtout celle qui doit être datée et signée est bien transmise, oui, on peut enlever tout ce qui concerne le jeune enfant à l'école ou voilà. Donc, la partie projet de vie, je ne sais pas, alors pas à voix haute, mais si, moi, c'est un peu une question par rapport aux correspondants référents handicap qui peuvent être présents. Est-ce que certains d'entre vous, alors vous pouvez mettre oui, non, de temps en temps, accompagner les agents dans le cadre de cette rédaction du projet de vie ou pas du tout? Donc là, vous pouvez répondre par très souvent. Ah, j'ai une réponse, Madame Plessis, très souvent, oui. Madame, très souvent, non, oui. Oui, oui, souvent, Super.
Donc, on est plus quand même sur du oui souvent. Ah, non, mais on voit bien, nous. Enfin, en tout cas, moi, je le remarque de plus en plus quand même. Les formulaires, je parle pas que de la fonction publique, hein, mais les formulaires, il y a eu du progrès, sont quand même un peu plus complétés quand même. Heureusement, honnêtement. Enfin, parce que oui, on parle de nos délais, mais si on n'avait rien, on pouvait pas évaluer en fait. Donc, je rappelle le méchant maître du temps que je Oui, suis. oui, oui, Donc, oui, oui. Ah bah oui, carrément même. Ouais. Donc ça, c'est voilà. Donc sur la partie euh, projet de vie, on y était. Après voilà, là, ça va être plutôt pour les jeunes. Attends, ouais, c'est ça, vie scolaire étudiante, voilà. Donc c'était la partie C pour les jeunes et les jeunes, enfin les enfants, pardon, et les jeunes en études. est-ce utile de joindre un rapport social appuyant la demande des agents? C'est toujours utile. Plus on a Voilà. d'informations, tout à fait, plus on a d'informations sur la situation globale de la personne, et plus on pourra évoluer au plus juste et répondre au mieux à ses demandes. Après, c'est aussi à faire avec la personne, enfin de dire, voilà, est-ce que vous vous sentez de tout noter dans le formulaire ou est-ce que vous souhaitez que j'accompagne votre demande? Enfin, je pense que du coup, la personne peut aussi être associée à la décision, mais c'est toujours intéressant, ouais, si la personne se sent en difficulté pour exposer sa situation seule ou si elle est OK pour que le service qui accompagne donne d'autres arguments, alors oui, bien sûr, c'est toujours bien. Et puis là, bah voilà, sur cette partie D, c'est typiquement celle sur laquelle on va s'appuyer, hein, et prendre connaissance du parcours emploi de la personne. Donc la nature du contrat, la nature du poste occupé, est-ce qu'elle correspond à la situation? Si elle correspond pas, pourquoi? Est-ce que la personne a déjà rencontré un service de santé au travail? Et puis là, on le voit bien, hein, le petit trombone en bas à gauche, là, pour tout ce qui touche autour Médecine du travail. de la médecine du travail, il y a bien ce petit trombone qui indique de penser à indiquer la dernière fiche d'aptitude ou d'inaptitude du médecin du travail ou de service de santé au travail. Donc, on va pas, Caroline, Sophie, on va pas changer le formulaire, mais c'est vrai que sur l'aspect fonction publique, on est sur du privé vraiment, hein. Ouais, et nous on voit Non, non, bien aussi, c'est mais c'est juste. vrai que là, aujourd'hui, je sais que le timing est serré et il y aurait plein de sujets, et peut-être ça sera le premier d'une série, Tout mais à fait. en tout cas, moi, par exemple, sur mes fonctions, je suis aussi en difficulté justement pour pouvoir répondre aux agents fonctions, justement, parce que ce qu'on disait aussi tout à l'heure sur tout ce qui touche autour du maintien et des aides possibles, des notions d'inval ou d'inaptitude, enfin, on n'est pas sur les mêmes réglementations. Et il y a parfois des choses, en tout cas à mon niveau, que je méconnais trop pour, pareil, être sûre de répondre à peu près comme il faut, mais je trouve que euh, Ben, ça pourra faire l'objet, mais c'est vrai que ouais, aussi bien au niveau du droit privé, on a la CARSAT, la cellule et oui, PVC, mais dans les trois fonctions publiques, l'instance un peu délibératoire ou qui va dire si oui ou non, c'est le conseil médical. et oui, Avant, c'était la commission de réforme ou la commission j'ai toujours. Maintenant, c'est une instance unique, mais c'est elle qui va être le juge de paix un peu sur mm, l'inaptitude. Mais compte tenu, mais on va pas faire une série Netflix sur la PH, mais je pense qu'on pourra refaire d'ici la fin de l'année quelque chose de. mm. Donc, Après, on en est-il, avait parlé, juste pour finir sur la partie maintien, pour avoir, Monsieur de Pesquidou pourra confirmer aussi, mais c'est vrai on était allé il n'y a pas très longtemps au sein d'un centre hospitalier et je trouve que c'est quand même intéressant de pouvoir aussi s'appuyer sur des services comme Cap Emploi qui peuvent, au-delà du privé, intervenir aussi sur le public, sur des questions de maintien ou venir apporter une expertise ou des précaux sur un aménagement de poste. Je trouve que c'est bien aussi de pouvoir s'appuyer sur cet axe-là aussi, quoi. Alors, je vous confirme volontiers que Cap Emploi peut intervenir auprès d'un employeur public, d'autres qui sont cofinancés par le FIP. Donc,
Nous avons des relations très régulières avec les 6 Cap emploi de la région Normandie, en échangeant avec eux sur l'accompagnement qu'ils peuvent faire auprès de tel ou tel employeur. Et bien sûr, ils peuvent répondre, le cas échéant, à des demandes directes de personnes. Les pages qui suivent, du coup, sont vraiment en lien avec le passé pro et les projections professionnelles de la personne, hein. Du coup, là, c'est... Donc, Caroline, on avait une question là. Est-il nécessaire de remplir la partie CV expérience professionnelle pour toute demande qui ne concerne pas de recherche d'emploi? Pour toute demande qui ne concerne pas de recherche d'emploi. Ben, si, je sais pas, j'imagine que si c'est je sais pas, une PCH ou Ah oui? Bah, après, ça donne un éclairage sur la situation. Alors, sauf si la personne n'est pas en emploi, mais si c'est une demande de PCH, bah, à minima, écrire s'il y a un poste occupé ou pas, quoi, quand même. ouais. Là, c'est pareil. Encore une fois, le formulaire avait été fait comme ça parce que certaines personnes venaient vers nous mais n'avaient pas de CV, n'en avaient jamais construit ou n'en avaient pas. Et c'était ici une page où ils pouvaient être guidés à noter quelles étaient leurs précédentes expériences, en fait, hein. Et donc sur cette rubrique D là, donc mea culpa, même si au tout début on ne parle pas du statut de fonctionnaire, on demande bénéficiez-vous des prestations suivantes. Ouais, il y a le FIP à droite, là. Là j'ai FIP ou FIP, oui. Mm. Mais c'est peut-être non pas bénéficiez-vous, mais souhaiteriez-vous bénéficier? Après, c'est vrai que du coup, c'est peut-être méconnu ou pas forcément rempli. Donc ça, oui, c'est le parcours qu'on disait tout à l'heure. C'est la personne qui n'aurait pas de CV, elle peut écrire 2, 3 petites choses ici ou joindre son CV. Donc Donc, je puis, passe. ouais, et après le projet pro envisagé, est-ce que c'est le maintien ou est-ce que c'est bah, j'aimerais bien changer de travail, j'aimerais bien tester un autre service ou pourquoi pas une autre fonction. Et du coup, est-ce que la personne exprime un besoin de soutien justement pour travailler ce nouveau projet pro? Et puis là, c'est ici qu'on va venir cocher un petit peu les droits souhaités, les prestations souhaitées. Et encore une fois, ça nous arrive si une personne n'en a pas exprimé, mais si on pressent un besoin, ça nous arrive de proposer d'autres, de proposer des droits ou des prestations. Quand je dis nous, c'est parce qu'on va arriver sûrement. Donc là, c'est pareil. On a dit tout à l'heure que certains titres valaient reconnaissance. Ils sont listés ici en dessous. Alors c'est vrai qu'on est plus sur du privé, mais toutes les personnes qui disposent d'un des titres présentés ici, de droits, bénéficient de la RTH en fait. C'est les mêmes droits. Donc, ce sont tous les titres de ce qu'on appelle des bénéficiaires de l'obligation d'emploi. Mais là, il faudra qu'on sollicite la CNSA parce on a pour les trois fonctions publiques, on a des catégories supplémentaires. Mais ça fera l'objet d'un. Donc là, c'est vraiment la partie. Est-ce que les gens, enfin, je dis les gens, est-ce que les personnes sont vraiment ciblées sur la RQTH ou vraiment ils cochent tout, ne sachant que dire ou que faire, on va tout cocher pour avoir une orientation, ou c'est vraiment. Sur la partie orientation, je dirais que ça dépend. Il y a des gens qui savent plus trop ce qu'ils veulent ou ce qu'ils veulent faire et qui ont tendance à cocher plusieurs choses. Et on a aussi des situations où les personnes souhaitent vraiment quelque chose de bien particulier. Donc, comme disait tout à l'heure Sophie, l'orientation marché du travail réglementairement est amenée à disparaître. Après, ça pose des questions chez nous parce que, par exemple, quand on mettait du maintien en emploi avec Cap Emploi, bah, c'était une orientation marché du travail. Donc, il va falloir trouver une façon de contourner un peu les choses parce qu'on a des orientations professionnelles comme l'emploi accompagné ou comme le Cap emploi maintien qui reposaient sur une orientation marché du travail. Donc, bon, ça, c'est un peu à la tambouille interne, mais pour le coup, il y a des choses des réglementaires qui tombent, mais qui en pratique vont prendre du temps à s'installer.
Là, sur la vie d'aidant familial, c'est plus Ça. destiné aux personnes qui viennent vraiment en lien à, à leurs proches et qui les accompagnent dans tout le quotidien et dans l'aide à la personne, quoi. Voilà. Et puis après, je crois que c'est toute la partie certificat médical, voilà, qui est décrite voilà, ce qui est attendu. Quand il y a une déficience visuelle ou une déficience auditive aussi, il y a des pièces on demande l'audiogramme ou le Donc là j'ai mis champ visuel. le certificat médical général. Oui. Et après, donc là, Alors, c'est dans le certificat. Et après, on a... c'est pareil, le certificat médical daté et signé aussi, hein. Il y a des certificats qui sont pas datés signés. En tout cas, chez nous, ils sont renvoyés. Ils sont pas recevables. Et là, c'est le volet 1 et le volet 2 pour Voilà, pour tout ce qui est auditif et champ visuel aussi pour la déficience visuelle. Voilà. Voilà. Alors, j'ai une question pour les dossiers FIP. Ils demandent la RQTH de l'agence. Savez-vous si vraiment OETH fonctionne? On a été amené à faire des dossiers RQTH pour bénéficier des... Alors, je comprends pas la question. Oui, si, parce qu'en fait, normalement, le droit dit bien que certains titres valent reconnaissance travailleur handicapé, et l'expérience a montré que même des organismes de formation, le service rémunération de certains organismes de formation ou certains prestataires voulaient vraiment que ce soit la notification de RTH et pas une autre pièce. Euh, Aujourd'hui, réglementairement, ça a été revu pour que euh, la RTH, et ça c'est depuis 2000, décembre 23 de mémoire, euh, les autres titres valent bien RTH, quoi. Après, sur l'aspect auditif, doit-on faire remplir le volet bilan auditif si l'agent a un audiogramme de l'ORL? Peut-il fournir que l'audiogramme ORL? Hmm, je dirais que l'audiogramme, mais Sophie, tu m'aides? Je sais pas. Nous, les médecins vont réclamer les deux. Les deux. Parce que l'audiogramme, on va avoir justement tout ce qu'on va dire graphique, que sur le volet 2 du certificat médical. Là, il y a des petites indications, on va dire, complémentaires à la déficience auditive ou visuelle, mais c'est important qu'elle soit complétée aussi. Et puis, ben voilà, je dis toujours mais pour finir, expliquer que ce document-là allait être évalué par donc l'équipe pluridisciplinaire. Alors, il y a plusieurs niveaux, hein, d'évaluation. Un dossier va d'abord être ouvert par une première équipe et peut-être qu'il y aura ce qu'il faudra dedans et que ça pourra aller très vite et être enregistré en commission. Si c'est pas le cas, la personne peut être rencontrée par le médecin ou par un travailleur social ou passer sur une équipe avec des partenaires extérieurs qui ont été euh, cités ici, hein, c'est vrai que nous on a France Travail, Cap Emploi, le service social MSA, le service social CARSAT, l'éducation nationale, les missions locales, les établissements et services de rééducation comme l'ADAPT ou comme l'EPNAC pour certaines parties de la région, les ESAT, des services d'accompagnement à la vie scolaire, des services d'accompagnement à la vie sociale, des services d'accompagnement médico-sociaux. Enfin voilà, dès qu'on a besoin d'un peu plus, tant pour avoir des infos que pour proposer aussi des choses. Nous, c'est vrai que sur ces équipes-là, c'est le moment ici d'interpeller un partenaire en disant, bah, tiens, là, ça serait bien de faire valoir tel ou tel droit pour monsieur ou pour madame, ou là, est-ce que ça serait pas intéressant qu'il bénéficie de tel ou tel accompagnement? Donc, ça permet vraiment de faire ce lien-là dans le partenariat que je décrivais tout à l'heure, quoi. Et puis après, donc l'équipe pluridisciplinaire fait donc des propositions une fois qu'elle a évalué la situation, qu'elle a identifié les besoins, qu'elle a à peu près normalement compris la situation. Elle fait les propositions qui sont envoyées. Alors, c'est pareil, selon les MDPH, c'est envoyé ou pas. Parfois, il y a un plan de compensation qui est envoyé seulement si les propositions sont des propositions de rejet. Voilà, ça c'est pareil. Ce plan-là, sinon, quand il y a des rejets, ce plan-là, il est obligatoire avant la commission départementale, de sorte que la personne, si elle n'est pas d'accord, elle puisse faire un retour.
En tout cas, rappelez que l'équipe pluridisciplinaire n'a qu'un rôle de proposition de compensation et que la seule instance en charge de décider, c'est bien la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, qui est constituée, elle, et ça sera la slide suivante, de représentants d'associations, d'organismes, de services de l'État, de services du département. Voilà, donc il y a pas mal de monde sur cette commission-là qui est la seule instance du coup à pouvoir valider ou pas les propositions de l'équipe pluridisciplinaire. Alors, j'avais une question là, je pense que c'est par rapport à l'appareillage auditif. Peut-on solliciter, peut-on cocher une demande de PCH en plus d'une RQTH si on pense que la personne peut relever de la PCH Oui, sans qu'on ait sans qu'on ait de devis d'un audioprothésiste? alors s'il y a PCH, une il demande faudra de PCH, s'il y a une demande de PCH parce qu'il y a une déficience auditive qui entraîne des difficultés et qui, semble-t-il, nécessiterait un appareillage, il va falloir le devis de l'appareillage, Pas, si pas, on forc- veut demander une prise en charge. pas forcément pour toute dépense médicale, mais dépense médicale, c'est large. Ouais, ça dépend ouais, de quoi on parle. Un traitement non pris en charge, je dirais que peut-être plus en demande extra-légale auprès de l'assurance maladie, ouais, les cas parce que chez PCH. nous, en PCH, non. D'accord. Très bien. Et 15 puis, en dernière slide, on a indiqué les boîtes mail à destination des professionnels, et je dis bien à destination des professionnels, les boîtes mail de puisque c'est un outil qui a été construit avec l'ensemble des MDPH, MDA normandes, et du coup, vous avez ici les coordonnées de chacune des MDPH, MDA, en cas de besoin, ou de questions, ou de sollicitation. Très bien. Je crois que 15h14. 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 Non, en tout cas, merci beaucoup, Caroline et Sophie. Je ne sais pas si quelqu'un souhaite, parce que c'est toujours bien quand même d'avoir une prise de parole, avoir un complément, un retour d'expérience, parce que c'est vrai qu'on parle tout le temps des délais, tout ça, mais enfin, moi, pour en témoigner, je trouve que à la fois MDPH et MDA font un gros travail et donc il y a des demandes, enfin, les demandes d'il y a 30 ans et les demandes d'il y a 20 ans et les demandes d'il y a 10 ans et les demandes de maintenant, enfin, le nombre augmente sans arrêt sans que forcément il y ait une, euh, des moyens supplémentaires qui sont mis en face. Donc il y a Le une nombre, les besoins, les situations de handicap ont beaucoup changé aussi, les problématiques aussi. Nous, ce qu'on pressent aussi et ce qu'on perçoit, pardon, c'est aussi toutes les problématiques, on va dire, psychosociales aussi. Ouais. Et puis vraiment rappeler que ce ne sont pas des demandes de numéros. Enfin, moi, j'insiste beaucoup là-dessus. On est vraiment sur des demandes de personnes avec des besoins particuliers. Et, euh, et dans cette logique de partenariat et du bien travailler ensemble, on se rend compte qu'on aboutit à des choses aussi. Moi, on donne souvent cet exemple-là, notamment avec Cap Emploi, qui un jour était sollicité par une salariée. euh, et en fait, c'était au départ une demande d'un coup de main pour son jeune enfant. Et au fur et à mesure de l'évaluation, se rendre compte qu'il y avait un besoin pour le jeune enfant, mais on avait aussi un parent, en l'occurrence, en épuisement total face à la situation de handicap de son enfant. Et parce qu'elle était en épuisement total, n'était pas bien du tout non plus sur son poste. Enfin, à partir d'une seule demande, d'un besoin précis, on aboutit à d'autres choses et un travail en commun pour que la situation dite globale euh, soit prise en compte et en tout cas s'assurer en tant que professionnel que la demande soit entendue et qu'on essaie chacun à son niveau d'apporter une réponse
courte, précise, enfin, ou en tout cas d'entendre le besoin et d'essayer de travailler de concert avec les partenaires, mais vous en faites partie, tous les partenaires du terrain, pour que soit facilitée la situation de la personne, en fait. Enfin, voilà, je trouve que notre rôle, c'est ça, c'est de pouvoir travailler ensemble pour que la situation soit la plus éclaircie, quoi. On revient à une petite question d'avant. Nous ne sommes pas sollicités par nos collègues pour effectuer la demande du dossier MDPH. Comment êtes-vous organisé dans vos collectivités par rapport à cela? Je ne sais pas si quelqu'un souhaite prendre la parole. Je sais qu'il y a euh, un employeur qui accompagne ses agents dans le montage, dans la complétude du dossier MDPH. Quelqu'un peut prendre la parole en ouvrant son micro. Je ne sais pas, il y a Je veux bien, Daniel, moi. Marilène. Merci, Marilène. Donc, je commençais à répondre par écrit, mais évidemment, ça va aller plus vite. C'est-à-dire que nous, au moment du renouvellement, moi, j'ai un tableau de suivi de mes personnes en situation de handicap, de mes BOE. Donc, systématiquement, en fin d'année, je regarde qui va devoir renouveler l'année suivante et j'envoie un petit mail individuel à tout le monde. Je leur mets aussi un dossier RQTH. Et on se met à leur disposition, que ce soit moi ou l'assistante sociale du travail, pour les aider à compléter leur dossier. Et ça marche très, très, très bien parce qu'on a beaucoup, beaucoup de demandes. Donc, c'est un petit mail qui est ouvert. J'imagine que c'est pas faites-vous reconnaître ou. Ah non, 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 bah non, parce que nous, on n'a pas besoin de courir derrière les personnes en situation de handicap, mais on s'occupe par contre bien de ceux qui sont les 11% et quelques que nous avons, on s'occupe de leur renouvellement. Et on voit avec eux s'ils renouvellent ou pas, parce qu'on leur explique bien qu'ils ne sont pas obligés de renouveler, hein. C'est un choix personnel, donc, mais je dirais que 99% renouvellent, hein. Oui. Mais c'est vrai que maintenir un taux d'emploi, enfin, les personnes qui sortent des 6% parce qu'ils ne renouvellent pas leur reconnaissance, ça reste pas, pour certains employeurs, une difficulté. Mm. Très bien. Moi, je tiens à rappeler quand même que, comme on a les MDPH ou MDA sont des GIP, des groupements d'intérêt public, et que de par ce fait, ils sont assujettis à l'obligation d'emploi de 6% et que les MDPH, MDA de Normandie ont leur quota de 6%, donc respectent leur obligation version employeur. Très bien. Caroline, Sophie, un petit mot de conclusion. Enfin, on nous remercie beaucoup pour votre intervention. Moi, je vais prendre les questions auxquelles je pense qu'on a répondu à un bon nombre de questions. Je vais les prendre et puis je ferai une petite fac. Jacques, je crois que enfin, les employeurs étaient fortement intéressés par cette intervention des référents insertion professionnelle MDA, MDPH et qu'on espère avoir répondu à leurs attentes. Tout à fait. Je voulais remercier les deux intervenantes parce que c'est extrêmement clair. Ce Merci. sont des questions qui nous sont souvent posées et avoir éclairci à la fois la manière de remplir le dossier, le fonctionnement de la CDAPH, plus toutes les questions très détaillées auxquelles vous avez parfaitement répondu, c'est extrêmement précieux. Donc, on va Merci. garder précieusement euh, toutes vos données, vos éléments pour le futur. Merci. Alors, c'est vrai que c'était assez court et nous, c'est toujours plein de sujets qui en amènent d'autres. Donc, on espère avoir quand même répondu à l'essentiel. Et puis sans doute une prochaine partie, peut-être un peu plus tard, quand on sera nous-mêmes plus au clair sur ce qui nous attend autour de l'insertion professionnelle et avec tous les impacts des réglementations qui sont voilà, d'actualité. En tout cas, merci encore pour Il y a votre invitation. oui, d'autant qu'il y a deux, ce sont des sujets qu'on rencontre très souvent quand on échange avec les employeurs. En particulier le fait pour des agents déjà en poste
de pouvoir déclarer qu'ils ont une RQTH, c'est délicat. Les accompagner pour faire la démarche de RQTH, c'est aussi délicat, mais c'est essentiel, puisque ça permet de repérer dans un effectif les personnes en situation de handicap. Et enfin, il y a un sujet également, je ne comprends pas que ça a été évoqué. Souvent, les employeurs sont, on va dire, ont des surprises avec les médecins de prévention, qu'ils soient internes ou externes, et qui, semble-t-il, ne connaissent pas très bien des différentes déclarations qui peuvent être faites auprès du même DPH. Et de ce fait, on a été amené à faire, avec certains Cap emploi, des présentations devant les médecins pour qu'ils comprennent mieux les tenants et aboutissants, les procédures, tout simplement. Et en particulier, quand un handicap se déclare en cours de vie professionnelle, il semble que les médecins aient tendance à aller un peu trop vite vers de l'inaptitude, alors que travailler sur une reconnaissance avec tout l'accompagnement qui peut ensuite être apporté par l'employeur et par le FIP permettrait plus de maintien en emploi. C'est manifestement un sujet. Très bien. On y travaille. Merci, je vous envoie la Merci à présentation tous. et bonne Merci. fin de journée. Bonne À journée. bientôt. Au revoir. Au revoir. Donc, Jacques, demain, tu vas à... Donc, j'y serai aussi, c'est à quelle heure et c'est où? Je vais te dire ça. C'est à Cap Emploi, non? Alors, j'attends toujours. Oui, alors c'est Cap Emploi 14. Donc, c'est dans les locaux à Saint-Comté de chez Gwenelle Dupuis. Et moi, je l'ai noté pour 9h. Oui, je crois que c'est 9h, 9h30 accueil et puis... Voilà, donc 4 à 6 rue Ferdinand Buisson à Saint-Comté. Oui, c'est Cap Emploi. Ouais. Ok. C'est Cap Emploi. Très bien, mais je te dis à demain. Eh bien, merci et à demain.